Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Être humain, un podcast déculpabilisant autour de conversations de vie. Cette émission, c'est pour toutes celles et ceux qui tentent chaque jour de devenir de bons êtres humains. Et Dieu sait que c'est difficile. Alors à vous qui vous questionnez quotidiennement, qui avez envie de débattre et d'échanger, en toute bienveillance bien sûr, cet espace est fait pour vous. Je suis Virginie Falzon, aka Mademoiselle Vie, pour celles et ceux qui me connaissent via mes réseaux sociaux, et après plus de 10 ans de blog, il était temps d'ouvrir le champ des possibles en débattant de la vie dans un espace non limité par les mots. Alors, tous les 15 jours environ, nous mettrons en lumière ensemble un thème fort qui, je l'espère, vous apportera quelques clés supplémentaires dans votre cheminement. Alors, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute sur Être humain. Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie, comme à chaque fois, de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Être humain. Merci pour les retours que j'ai reçus concernant le dernier épisode à propos de la santé mentale, qui est un sujet qui visiblement parle à de nombreuses personnes. Donc merci beaucoup, vraiment vos écoutes et vos retours m'ont fait énormément de bien et comme d'habitude me poussent à continuer ce podcast aussi longtemps que je le pourrai. Aujourd'hui, dans cet épisode 7, j'avais envie de parler du rapport au corps, des complexes et de la confiance en soi, parce que c'est un sujet qui fait partie intégrante de ma vie maintenant depuis extrêmement longtemps. Finalement, je me rends compte en ayant écrit cet épisode que ça remonte à l'enfance, finalement. Et surtout, je me rends compte que les complexes, qu'ils proviennent de notre propre vision ou qu'ils soient dus au regard que les autres portent ou ont pu porter sur nous, en fait, ils sont installés extrêmement intensément. Et une fois qu'ils sont installés, c'est vrai que c'est difficile de se détacher de ces complexes. C'est un vrai travail de longue haleine que l'on fait du plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Et le problème, c'est que les complexes, une fois installés, ils peuvent même générer des comportements plus néfastes, compliqués à gérer, comme par exemple une perte totale de confiance en soi, qui peut du coup avoir des répercussions sur le domaine perso, mais aussi sur le domaine professionnel, des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, et puis parfois des cas plus extrêmes, comme des tentatives de suicide. Et du coup, c'est très compliqué à gérer. Alors avec un peu de chance, comme ce fut mon cas, vous aurez la force de les surmonter. Mais c'est jamais simple, jamais évident, et c'est pas chose sûre finalement. Et c'est pourquoi moi, je trouve que c'est un truc dont on doit parler, dont on doit s'exprimer, et dont on doit dévoiler les différentes expériences, parce que évidemment que c'est pas facile de parler de ces complexes, mais ça permet de sensibiliser les gens, surtout les plus jeunes, parce que c'est souvent quand on est jeune que les complexes peuvent apparaître. Et moi, j'entends, je vois et je lis trop souvent des choses provenant d'un jeune public à propos de leur vision, de leur corps, de leurs dents, leurs jambes, leur ventre, leur visage, le fait qu'ils envisagent même parfois la chirurgie alors qu'ils sont mineurs. Je sais pas si c'est mon côté trentenaire qui est choqué ou si c'est normal d'être choqué. Mais je vois même des parents cautionner, tu vois, les transformations physiques, qui emmènent leurs enfants mineurs chez le chirurgien dès 15-16 ans pour juste se renseigner, mais je trouve ça affolant. Alors moi, j'ai pas été jusque-là quand j'étais jeune, mais j'ai déjà pensé à la chirurgie, on va le voir. J'ai déjà pensé moi aussi à moins manger quand on me faisait des remarques sur ma prise de poids ou à plus manger quand on me disait que j'étais trop maigre. Je pense qu'on a toutes et tous une expérience face au rapport au corps et je me dis qu'en parler en tout cas pourra peut-être aider ne serait-ce qu'un auditeur ou une auditrice et je me dis ce sera tout bénef pour moi d'avoir sorti cet épisode qui à mon sens est essentiel. Et en premier lieu, du coup, pour parler de ce sujet très vaste, j'avais envie de vous parler de mon expérience personnelle parce que je me suis rendu compte en rédigeant cet épisode que la plupart de mes complexes ont été créés par le simple fait du regard des autres ou des remarques que l'on a pu me faire, notamment plus jeune. L'exemple le plus flagrant que je vais avoir sur ce sujet, c'est que très petite, je tombais tout le temps.
Mais quand je vous dis que je tombais tout le temps, c'était dans les escaliers, même sur du sol plat, sur le béton, chute en vélo. Et je tombais tout le temps sur le nez. Genre, vraiment, c'était ma chute préférée. Des fois, je faisais des trucs improbables. Conduire sans casque sur mon vélo, alors qu'on m'avait dit de porter un casque et du coup, j'avais plus de frein et je me cassais la gueule, mais un truc de fou. Monter sur la balançoire alors que c'était à l'école et qu'il y avait du béton juste en bas et du coup, je me fracassais le nez. Donc en gros, mes parents peuvent en témoigner. Je pense que j'adorais les hôpitaux à un moment donné, vu le stade avancé de mes chutes. Mais donc depuis la maternelle, ce qui veut dire que ça fait très longtemps, si on fait le calcul, j'ai une bosse sur le nez. Mais cette bosse n'avait jamais été un problème à proprement parler jusqu'à ce qu'un jour, en primaire, je crois que c'était au CM1, pendant une séance de natation, j'ai entendu mes copains hurler « Ah, on dirait un requin quand elle nage sur le dos !» Bon ben, vous l'aurez sûrement compris, on parlait de moi, et si vous ne comprenez pas le rapport, eh bien sachez que moi aussi j'ai mis du temps à capter qu'ils étaient en train de comparer mon nez à un aileron de requin. Alors voilà, super. Aujourd'hui j'en rigole parce que je me dis, bon, c'est une blague de gamin, tu vois, mais bon, pas ouf quand même, tu vois la comparaison, et ça m'a mis hyper mal à l'aise. Et depuis ce jour-là, je ne suis plus à l'aise avec mon nez, qui n'était pas un problème. Voilà. Je galère encore, toujours, un petit peu. En tout cas, parfois, ça m'arrive à me regarder dans le miroir, à prendre des photos d'un certain profil ou dans un certain sens. Du coup, je ne m'estime absolument pas photogénique et je suis pas du tout à l'aise avec les photos, surtout pour ça. Et en fait, voilà, ce qui paraissait être une blague de gamin innocent m'a en fait traumatisée. Je me souviens, il y avait même une période de ma vie où, je crois que c'était plutôt vers l'adolescence, je me maquillais dans le noir, quoi, tu vois. C'était un stade avancé quand même, tu vois. Donc ouais, c'était peut-être qu'une blague de gamin innocent, mais voilà quoi, j'ai de la chance dans mon malheur, en me disant que j'ai tellement diabolisé la chirurgie esthétique que je préfère garder ma bosse à vie que de franchir ce cap, en tout cas pour l'instant. Mais c'est là que la problématique pour moi, elle est là, parce qu'aujourd'hui, les petits moqueurs de l'école primaire, ils s'en souviennent plus du tout. Je pense que si je les recroise et que je leur parle de ça, ils me disent « mais t'as fumé, on n'a jamais fait ça, tu vois ». Mais c'est moi qui vis avec ce complexe qui n'en était pas un, tous les jours de ma vie, depuis le CM1. Et j'ai bientôt 34 ans, donc ça fait longtemps, tu vois. Et le problème, c'est d'avoir cautionné ça, tu vois. De pas en avoir parlé à mes parents parce que j'avais honte, de pas vouloir les embêter non plus avec un truc qui semblait un petit peu futile, et de se dire, ben, peut-être que si j'en avais parlé, ils auraient normalisé ça en disant « mais oui, c'est qu'une blague, c'est tes copains, nanani, nanana ». Alors, petit tips aux parents d'une fille qui n'est absolument pas maman, donc vous allez me dire je suis pas légitime, mais bon, j'ai vécu ce truc traumatique, donc je me dis que ça pourrait aider les parents. Même si ça vous semble pas grand-chose, que ça vous semble être qu'une blague, etc., ne minimisez pas ce que ressentent les enfants, parce qu'après ça donne une adulte comme moi, avec un complexe tellement fou que ouais, parfois se maquiller dans le noir c'est une option, tu vois, si elle le pouvait. Et franchement, c'est pas ouf comme expérience. Nous sommes maintenant en ligne justement avec Marc Ferrero, psychologue clinicien. Bonjour et soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Oui, bonjour à vous, oui. Alors, ma première question porte sur l'origine de ces complexes. Ah, l'origine. Écoutez, l'origine, elle se retrouve encore et toujours et partout dans l'enfance. Oui. C'est-à-dire que ce sont des représentations et des souvenirs que nous avons construits dans l'enfance à partir des relations infantiles, interpersonnelles, c'est-à-dire avec grosso modo, avec son père ou sa mère ou ses frères et sœurs ou l'environnement immédiat. L'enfance étant la période de la vie où on est aussi le plus fragile, le moment où on a plus de mal à se défendre, à assimiler, qu'on est comme ça. Oui, la vie, si vous voulez, la vie n'échappe à personne que quand l'enfant naît et au fil des premières années, on lui a pas fourni le mode d'emploi qui va avec sa vie autour de ses parents et des autres personnes de son entourage. Hein. Mm-hmm. Donc voilà, bien sûr, c'est là où on est le plus fragile, c'est là où les psychologues ont l'habitude de dire que l'enfant est une éponge, vous savez, voilà,
c'est là où on apprend le plus facilement les langues vivantes, c'est là où on apprend le plus facilement un certain nombre de connaissances, mais c'est là aussi où on capte tout ce qui nous est dit. Le complexe, en fait, Marc Ferrero, il est toujours un complexe d'infériorité, un manque d'estime de soi-même? Ah non. Vous n'avez pas jamais rencontré des gens qui ont un complexe de supériorité, par exemple. Mais si je vous pose la question, c'est pour vous nous expliquer, justement. Voilà, tout à fait. Non, on a à la fois des complexes qui nous mettent en difficulté par rapport à l'estime de soi, mais le complexe de supériorité, ça met aussi en difficulté, mais pour d'autres raisons. Hein. C'est parce qu'on se croit le plus fort, le plus beau, le plus puissant. Et ça peut créer des problèmes, on est d'accord. Lorsque les complexes naissent pendant l'enfance, est-ce qu'il est plus difficile de s'en défaire que lorsqu'ils apparaissent, par exemple, à 20 ans, à 30 ans? Je sais pas si un complexe, ça apparaît aussi tardivement dans la vie. Je pense que il y a une sédimentation qui se fait et qui est en lien avec ce qu'on a pu nous raconter, nous dire dans l'enfance. Alors après, le complexe, il y a tout un travail souterrain et inconscient, de mon point de vue, qui se fait chez la personne et qui va ressurgir à un moment ou à un autre. C'est pas forcément... Pardonnez-moi, mais par exemple, pour quelqu'un qui, lorsqu'il s'est réalisé après ses études, qui a un métier, fait un complexe d'infériorité par rapport à d'autres qui ont plus d'argent que lui, est-ce que ça peut venir quand même de l'enfance, ça? Oui, tout à fait, bien sûr. Oui. Encore une fois, alors je pense moi que ça peut venir que de l'enfance, justement, à travers ce que cet enfant, garçon ou fille, a pu entendre du côté des parents. Vous savez, tout se transmet. Voilà. Donc ça n'arrive pas par l'opération du Saint-Esprit, hein, pour être un peu trivial. Il y a des soubassements qui amènent une personne à imaginer qu'elle gagne pas assez d'argent, qu'elle n'est pas assez intelligente, qu'elle n'est pas suffisamment cultivée, etc., etc. Et ça prend sa source, dans l'enfance. De façon générale, très générale, dans l'enfance du sujet. Vous dites aussi qu'avoir des complexes, c'est une maladie du narcissisme, c'est-à-dire de l'estime de soi-même. Alors, comment s'en défaire de ces complexes? Si vous me permettez, il y a un petit mot, c'est que vous avez quand même oublié le plus célèbre d'entre eux, qui est le complexe d'Oedipe, hein, au passage. Ah oui, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé, c'est vrai. Ouais. Mais voilà, c'est peut-être pas l'objet des échanges que nous avons aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour, ce sera intéressant de consacrer du temps à ce complexe-là, parce que c'est aussi un des complexes, alors lui, fondateur, parmi d'autres situations. Hein, je pense que le complexe d'Oedipe peut largement influencer les complexes qu'on peut faire en tant que garçon ou en tant que fille lorsqu'on est dans la séduction. Bien sûr, mais pas que. Pas que. Ça fera l'objet d'un autre numéro, Marc Ferrero, si vous le voulez bien. Nous entendions le témoignage d'Audrey en début d'émission, qui avait réussi à faire de ses cheveux roux, de sa peau blanche, une force. Comment faire d'un complexe une force, justement? Les deux exemples que vous avez choisis, étaient à ce titre extrêmement illustrants de la situation. Hein, c'est-à-dire qu'elle avait autour d'elle au moins une personne bienveillante qui était son père, d'après ce que j'ai entendu. Exactement. Et ça, c'est le plus important. Il faut avoir autour de soi des personnes, et plus ils sont proches, mieux c'est, bien le père ou la mère, des personnes qui vous écoutent, qui vous sécurisent, qui vous acceptent tel que vous êtes, et que son père lui ait dit qu'il fallait que tout ce qui était rare, de mémoire, tout ce qui était rare était beau. Voilà une belle phrase, et voilà une façon de construire son enfant, vous voyez, de façon extrêmement positive, et de lui fournir un héritage. Et de le rassurer, de lui donner de la force et de faire de ce complexe une force, avec cette rousseur et cette peau blanche qui peut être d'une beauté totalement pure, d'ailleurs, parce qu'on connaît des actrices, des chanteuses, et puis on voit dans la rue des très beaux roux, des très belles rousses. Donc je ne sais pas d'où ça vient tout ça. Avoir des complexes, quand on rentre dans les codes de beauté, des magazines, etc., des réseaux sociaux, des médias de manière générale, est-ce que c'est
faisable? Est-ce que c'est acceptable surtout? Et c'est un autre truc dont j'avais envie de parler autour du rapport au corps, c'est qu'en fait les complexes, c'est personnel. Évidemment, ça part d'un super bon sentiment quand vous allez dire à des gens complexés qui vous entourent, notamment sur leur rapport au corps, mais dis pas n'importe quoi, t'es super jolie, t'es pas gros ou pas grosse du tout. Et moi-même, parfois, je le fais et moi, j'estime, à titre perso, que c'est une erreur. Parce que le complexe est subjectif et ce que vous allez voir vous, ce n'est pas ce que voit la personne complexée. Elle voit plutôt tout l'inverse de ce que vous allez penser d'elle. Et je sais que certains et certaines personnes pensent que les gens complexés le disent pour recevoir des compliments. Ça peut être le cas, hein, parfois parce qu'on a besoin, tu sais, d'avoir cet ego qui est un peu redoré dans des moments où on se sent un peu moins bien. Mais je pense pas que ce soit le but initial de la cause. Je pense que les complexes, ça fait tellement mal au psychologique, au corps, et que ça empêche tellement de vivre pleinement sa vie de façon normale que du coup on a besoin de se sentir un petit peu rassuré, même si ça dure qu'un temps, tu vois. On va nous faire un compliment, on va l'accepter, et puis après retour à la maison, et tu vois, tes travers reviennent à la surface très facilement et très rapidement, quoi. Et c'est là que le deuxième exemple qui me concerne intervient, autour de mon poids. En fait, au lycée, j'étais hyper complexée. Je faisais un 32-34, je m'habillais chez les enfants, chez Zara Kids, je m'en souviens très bien, je pouvais mettre du 11-12 ans. Quand bien même sa taille très grand, ça restait quand même un truc assez exceptionnel pour moi, tu vois. Et je sais que ça semblait très drôle aux yeux des gens que je puisse complexer alors que j'avais une taille mannequin. Comme si je n'étais pas légitime ou que j'avais pas le droit. Et souvent, je le lis encore sur des comptes Instagram dans la section commentaires. Par exemple, j'ai lu l'autre jour sur le compte de My Better Self, dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Il y a toute une team de femmes révoltées qui lui sont tombées dessus en lui disant qu'elle pouvait pas être complexée, que elle rentrait dans les codes, que nous on saurait jamais comment on se sent parce qu'on n'est pas grosse et du coup on n'a pas le droit quand on n'est pas grosse de se plaindre de faire une taille 38, que c'est inadmissible. Mais en fait c'est pas le propos. En fait on peut totalement avoir une perte de confiance en soi, ne pas aimer son corps en faisant un 32, un 34, un 36. En fait ça n'a pas de rapport avec la grosseur de ton corps, avec tes formes. Ça peut paraître fou, c'est clair, mais évidemment que les personnes plus minces ont le droit et peuvent être complexées. Alors à quoi bon les faire culpabiliser très sérieusement? Moi je pense qu'il n'y a pas de raison, tu vois, en leur disant bah ouais tu pourrais penser aux personnes grosses quand même, c'est quand même bien plus difficile pour elles que pour toi. Oui, effectivement, parce que la société, les médias, les réseaux sociaux, tout ça nous pousse à normaliser beaucoup plus la maigreur et diabolise complètement la grosseur. Effectivement, sur ce point, je suis mais à 3000% d'accord. Mais je suis pas d'accord sur la forme, tu vois, de venir commenter une meuf qui se sent pas à l'aise dans son 38 parce qu'elle est passée d'un 36 à un 38. Je suis pas d'accord parce que le nombre de fois où j'ai entendu mais sérieux, complexé de quoi, je rêverais d'avoir ton corps. Mais moi, chez moi, ce genre de remarques-là, ouais, je faisais une taille enfant, mais ça a engendré chez moi un espèce de rapport très malsain avec la bouffe, hyper chelou. Je savais même plus ce que je voulais être au final, tu vois. Est-ce que je voulais être vraiment mince, mais avec moins d'os visible? Du coup, je mangeais beaucoup plus en espérant grossir, mais je voyais que ça changeait rien. Parce que, spoiler alerte, j'ai appris que c'était ma morphologie. Ou alors, quand je prenais un petit peu de poids, ou que, tu vois, il y a des années où j'ai commencé un petit peu à grossir à certains niveaux, genre les hanches, les fesses, etc., on me disait que je grossissais, et du coup, pareil, on diabolisait tout ça, et je me voyais moins manger beaucoup plus mal, et du coup, c'était très compliqué pour moi, tu vois, le rapport à la nourriture. Alors, je pense pas que c'était des TCA très développés, mais c'en était quand même. Et je me dis, ça aurait pu être en fait tout simplement beaucoup plus grave si j'avais mal géré la situation, tu vois. Donc ouais, c'est hyper problématique de catégoriser les gens en disant toi t'as le droit d'avoir des complexes, mais toi t'as pas le droit parce que y a beaucoup plus grave, il y a des personnes grosses, donc toi tu peux pas en fait parler de complexes. En fait, le problème c'est que si
En fait, ramener les gens à la maigreur, c'est tout aussi problématique, tu vois. Les t'es trop maigre, c'est moche, ou je rêverais d'être comme toi, je me disais, mais en fait, ils sont jamais contents, ils sont même pas d'accord entre eux. Mais après, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai grandi avec le sentiment que je finirais sûrement par me convenir un jour. Donc j'ai un peu arrêté de culpabiliser autour de la nourriture. Je me suis dit, comme je vous ai dit avant, c'est mon métabolisme tout simplement. Peut-être que ça changera, peut-être que ça changera pas, mais c'est ok, tu vois. Alors du coup, à 30 ans, aux alentours de mes 30 ans, j'ai grossi. Mais croyez-le ou non, ces mêmes personnes qui me, je dis bien entre guillemets, reprochaient mon poids, désormais me faisaient remarquer que j'avais grossi, ou parfois même que je me laissais aller, genre ouais t'as grossi, qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre, tu vois. Juste, j'ai grandi, j'ai vieilli, mon corps change, mon métabolisme change, donc oui, j'ai pris du poids, tu vois. Donc trop mec ça va pas, plus grosse non plus. Donc en fait, ouais, quand je dis que les gens te créent des complexes de façon continuelle depuis très longtemps, c'est le cas. Encore une fois, je me dis que dans mon malheur, j'ai eu de la chance de pas trop prendre à cœur non plus tout ce qu'on pouvait dire de moi. J'ai été assez coriace, on va dire, si je peux utiliser ce terme, pour prendre un petit peu le recul quand même sur la situation. Mais évidemment que parfois, ces complexes refont surface, parfois plus ou moins régulièrement. Et encore récemment, j'en parlais à une copine, tu vois, je me disais, ouais, je sais pas, je me sens pas bien dans ma peau en ce moment, je saurais pas expliquer vraiment pourquoi. Et elle m'a répondu, mais moi, je te préfère avec tes rondeurs qu'avec les os sur la peau, tu vois. Sur le coup, je me dis, bon, c'est un compliment, tu vois, c'est mon amie, je suis très proche d'elle, etc. Je sais qu'elle pensait pas du tout à mal en me disant ça. Mais je me suis dit, attends, elle est en train de me dire que j'ai des rondeurs, du coup, est-ce que je suis grosse? Alors que ça n'aurait pas été un crime de l'être, évidemment, mais j'avais pas ce sentiment d'être dans la catégorie des grosses, du coup, je me suis mise dans cette catégorie, ça m'a mise encore plus mal sur le complexe que j'étais en train de revivre, du coup, je me suis mise à chialer, et je me dis, tu vois, comme quoi l'impact des mots, quand on s'adresse à une personne qui est complexée, ça peut faire ressurgir plein de trucs hyper désagréables, et c'est juste pas la faute de ma copine, mais juste plein d'éléments du passé, de gens qui ont créé ces complexes en moi, et parfois ça revient un petit peu à la surface quand t'es dans des moments un petit peu plus down, où tu doutes de tout. Perso, en ce moment, je doute de mon côté pro, du coup je remets en cause beaucoup de choses, et du coup les complexes reviennent. Le truc, c'est que moi ça va, j'ai bien géré, mais le truc, c'est que ça peut devenir dangereux. Le rapport au corps, le manque de confiance en soi, ça peut engendrer des situations hyper malsaines, et j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, que j'ai pas forcément vécu moi, mais que j'ai pu observer chez nombreux gens qui m'entourent. Beaucoup de mes amis, en fait, sont dans le milieu de la danse. Ils me racontent parfois ce que leur disent les profs en cours, à la cantine, quand ils se croisent dans les couloirs, notamment les profs de disciplines académiques telles que la danse classique. Et je sais que c'est quelque chose qu'on a normalisé. Moi-même petite, je faisais du classique en loisir. J'étais une gamine de 5 ans, j'ai dû en faire 2-3 ans. Et on venait me parler de mon poids comme étant le truc le plus important. Si je voulais devenir un jour étoile, il fallait que je reste comme j'étais, c'est-à-dire extrêmement fine. Je cite, il n'y a pas de gros qui font du classique. Mais la baffe, les gars, heureusement que je ne voulais pas faire danseuse étoile, mais je vous assure que même si j'avais voulu, ça m'aurait calmé de ouf. Et mes amis ont déjà subi ça et le subissent encore de plein front. Et eux veulent être professionnellement dans le milieu de la danse. Et aujourd'hui, parfois, certains et certaines, sans même s'en rendre compte, ont des comportements hyper problématiques face à la nourriture. Du genre qui vont penser tout le temps à ce que pourrait dire leur prof s'ils prennent 1 kilo, s'ils mangent ce burger, tu vois. Ça va être des remarques comme ça, tu vois, ce qui peut être vraiment banal, mais moi je l'analyse comme étant problématique. Parce que ils te le disent, ils justifient le comportement de leur prof, oui mais ils ont raison de dire ça, mais pour moi c'est pas normal, je peux pas normaliser ça, tu vois. Je me souviens aussi d'un autre pote qu'on avait forcé à faire une monodiète de pommes et aujourd'hui, tous les jours, il doit se battre contre l'image qu'il a de lui et la dysmorphophobie constante quand il se regarde dans le miroir. Pour ceux qui connaissent pas ce terme, c'est tout simplement le fait d'avoir une image totalement erronée de ta personne et notamment de ton corps.
Et ça impacte ta vie, notamment par des problèmes comme des troubles du comportement alimentaire, où il va contrôler tout ce qu'il mange, où il va culpabiliser quand il se fait un cheat meal, où tout ça s'est décuplé avec cette monodiète. Alors ouais, ça paraissait anodin, mais de lui dire t'es gros, faut que tu perdes du poids, tu vas être dans le milieu de la danse, donc tiens, bouffe des pommes pendant 1 semaine ou je sais plus 2 semaines, en fait ça a engendré un truc beaucoup plus néfaste. Et pour argumenter encore plus sur ce sujet, j'ai aussi un exemple de ma témoignante du jour qui a bien voulu partager son vécu autour de ses propres complexes, de son rapport au corps et de ce que ça a engendré chez elle. Bonjour à tous. Déjà, je veux remercier Vivi de m'inviter sur son podcast et surtout merci à elle de faire de la prévention sur ce sujet qui est encore un petit peu trop tabou à mon goût. Je vais vous faire part de mon expérience. Moi, étant enfant, j'ai toujours eu un rapport au corps plutôt normal. J'avais peu de complexes, mis à part une dentition bancale qui m'a causé quelques moqueries à l'école. Ça a très très vite disparu grâce à la magie de l'orthodontie. Adolescente, j'avais encore très très peu de complexes. J'ai eu très jeune une poitrine et des hanches plutôt développées, mais personnellement j'en étais très contente. Je n'ai jamais subi de moqueries ou de remarques là-dessus. J'avais pour projet de devenir danseuse professionnelle, donc vers 20 ans, j'ai intégré ma première formation et on m'a souvent fait remarquer que j'avais du poids à perdre. Pourtant, moi, j'étais très fière de mes formes, de mes 60 kilos pour mes 1m65, mais je rentrais pas dans les standards et dans les normes d'un corps de danseuse. Donc j'ai commencé un régime, je me suis mise à courir, mais je refusais de me frustrer. Donc je m'octroyais des plaisirs de temps en temps et évidemment les résultats, ils n'étaient pas à la hauteur des espérances de mes supérieurs. Et je pensais mentalement être plus forte que ça, mais être à longueur de journée confrontée à son reflet en juste au corps, en collant dans le miroir d'un studio de danse entouré de filles qui sont elles dans la norme, ça a commencé à peser sur mon moral, ça a entaché forcément ma confiance en moi et ça a changé ma vision du corps que j'avais. J'ai intégré une école parisienne en 2020. Là-bas encore, on m'a dit que j'avais du poids à perdre, surtout au niveau des hanches et des cuisses. Donc s'en est développé des petits problèmes de troubles du comportement alimentaire. J'ai traversé une période un peu compliquée psychologiquement après le confinement. J'ai commencé à perdre l'appétit, donc je mangeais moins. La sensation de faim, elle avait disparu. J'ai très vite perdu 10 kilos en l'espace de quelques mois, je dirais. Ma poitrine généreuse de mon enfance, elle avait disparu en un claquement de doigts. Donc j'avais un ventre plat, une taille plus affinée, mais toujours des hanches développées. Et avec le recul, je sais maintenant que tous les régimes du monde n'auraient pas pu changer ma morphologie. J'étais mince, j'aimais ça. Et dès que je mangeais quelque chose, j'avais l'impression que ça se voyait directement sur mon corps. Donc je regrettais. Et je pense que mon état psychologique à ce moment-là voulait que je me fasse mal et que je me punisse, entre guillemets, de manger un repas. Donc j'ai commencé à me faire vomir. Et pendant plus d'1 an, j'ai refusé de manger un repas entier sans le rejeter ensuite. Je rentrais enfin dans les normes, on me félicitait d'avoir perdu du poids, on me prenait en exemple en cours en me demandant ma solution miracle. Personnellement, moi j'ai jamais eu de mal à répondre que j'étais malade et que c'était pas voulu, parce que j'étais consciente que c'était pas naturel et normal d'en arriver là. Et malgré ma perte de poids, mon reflet il me plaisait toujours pas. Je me trouvais trop maigre, parfois je me trouvais trop grosse, on voyait mes os, je flottais dans mes vêtements. Je sais pas si on peut parler de dysmorphie à ce stade, mais ça n'allait jamais dans ma tête. J'ai racheté des vêtements avec 3 tailles supplémentaires parce que j'aimais me fondre sous le tissu, qu'on remarque pas ma maigreur. Personnellement, j'ai toujours refusé ce mot. Je disais que j'étais mince, mais en fait non, j'étais juste très maigre. J'ai commencé à perdre mes cheveux, j'avais plus de menstruation pendant plusieurs mois, j'avais des problèmes de peau, je me blessais sans cesse en répétition ou au travail, je dormais énormément, j'étais toujours aussi faible. Et puis le temps a fait des choses, je me suis sentie mieux dans ma tête, donc j'avais envie de me sentir mieux dans mon corps. J'ai apprécié manger à nouveau sans me flageller, de garder un repas. Malheureusement, j'ai juste jamais repris tous les kilos que j'avais perdus. J'ai jamais retrouvé mon corps d'ado qui me plaisait tant. J'ai juste dû réapprendre à aimer ce corps-là et à le choyer du mieux que je pouvais parce qu'il avait tenu jusque-là malgré tout ce que je lui avais fait subir, donc je lui devais au moins ça. J'ai plus jamais essayé de me faire revomir. Ça fait 2 ans maintenant, mais je pense qu'on ne guérit pas de troubles du comportement alimentaire parce que aujourd'hui, pour ma part, j'ai toujours
un rapport à la nourriture qui est pas sain. Il y a des jours où je saute des repas, il y en a d'autres où je mange à outrance, beaucoup plus que ce que je devrais en tout cas. Mais j'ai quand même eu la chance, moi, d'être entourée de gens bienveillants, qui ont toujours essayé de comprendre mes troubles et qui m'ont accompagnée au mieux qu'ils pouvaient, en tout cas dans ce processus de guérison. Mais je sais que je suis pas à l'abri demain de retomber dans ce cercle vicieux-là, en tout cas. Mais encore une fois, je trouve que c'est important de faire de la prévention sur ce sujet, surtout dans le milieu dans lequel moi j'évolue, le milieu de l'art, de la danse, le monde artistique en tout cas. C'est encore un peu tabou et je trouve que c'est bien d'en parler. Voilà, merci à vous d'avoir écouté ce podcast et puis à très bientôt. J'espère que le témoignage de Fiona aidera ceux qui sont concernés par les troubles du comportement alimentaire à se rendre compte que c'est possible en fait déjà de s'en sortir, de réaliser que même si on guérit vraiment jamais parce que ça marque ce genre de comportement, ce genre de vécu, on peut quand même s'en sortir, on peut quand même retrouver la confiance qu'on avait en soi avant, on peut quand même réapprendre à aimer son corps et c'est hyper important parce que on est quand même dans le monde du paraître malheureusement et du coup de savoir qu'il y a des gens qui ont traversé des périodes vraiment sombres par rapport à leur complexe, leur rapport au corps, de savoir qu'ils s'en sortent, que c'est possible, c'est toujours intéressant pour ceux qui traversent exactement la même chose en ce moment même. Donc très important. Et il y a aussi un truc qui est important, je trouve, c'est un mouvement qui est assez récent, je dirais, c'est le body positive. C'est un mouvement dont on parlait pas spécialement à l'époque, qui a commencé à émerger, notamment sur les réseaux sociaux il y a quelques années, afin d'éviter le body shaming, donc la honte sur le corps, les formes, éviter la grossophobie, etc. Donc le but était de mettre la lumière sur tous les corps, dont ceux qui ne correspondent pas aux 10 standards de beauté qu'on retrouve notamment dans les magazines, le mannequinat, etc. Et de dire que, justement, afin d'éviter le body shaming qui est toujours omniprésent, et on en a des exemples récents encore, ce genre de concept, ce genre de mouvement peut aider à l'acceptation de tous les corps, enfin, à plus de diversité dans le monde du mannequinat, mais aussi dans les magazines, sur vraiment les plateaux télé, quand on est présentatrice, quand on est dans le milieu un petit peu artistique, etc. Et je pense que ça aide. Je pense qu'il y a encore évidemment beaucoup de travail, mais ce sont des mouvements qui ont été, qui connaissent un peu une émergence très importante, qui font du bien, tu vois. Je sais que il y a plusieurs cas de body shaming qui m'ont choqué récemment, si je dois parler un petit peu du milieu de personnalité publique. Le cas de Selena Gomez m'a beaucoup marqué. Parce que elle a toujours été connue comme étant quelqu'un de très fin et parfois même on lui reprochait qu'elle était très fine. Et elle a pris du poids à cause d'une maladie et d'un traitement très lourd qu'elle prend et du coup désormais on lui fait remarquer sa prise de poids, son visage gonflé et elle a publié des messages sur les réseaux sociaux, elle le fait très régulièrement pour dire qu'en fait c'est pas normal de se moquer d'elle, qu'elle a un traitement compliqué, que c'est pas normal de se moquer des gens de manière générale, de quiconque, qu'elle soit Selena Gomez ou quelqu'un d'autre. Encore plus récemment, j'ai vu Ariana Grande, je crois même que c'était cette semaine, à qui on a fait remarquer sa perte de poids, parfois même par le biais d'insultes. Et ça prouve quand même ce que je disais un peu plus haut, quoi, tu vois, que les gens sont absolument jamais contents. Et quand on dit qu'ils créent des complexes, c'est pas une blague en fait les gars. Donc ouais, le body positive, les gens qui tentent de mettre en avant ce concept, ça aide quand même à faire en sorte qu'un jour peut-être ce genre de comportement toxique n'existe plus. Je pense à plein de comptes qui font cette démarche, comme Chloé du compte Instagram Ginger Chloé, qui évoque ce sujet avec vraiment beaucoup de justesse. Il y a aussi le compte de Louise, My Better Self, qui a aussi un podcast où elle reçoit des invités régulièrement. J'ai découvert plus récemment une nana que j'adore, qui est Harmonie Albertini, qui en plus d'être coach de vie, a également un podcast et Si j'étais libre, qui aide à déculpabiliser sur tellement de sujets. Et il y a aussi une Australienne, une dessinatrice je crois, qui s'appelle Frances Cannon, qui a lancé le Self Love Club, où elle prône vraiment une philosophie extrêmement profonde autour de l'amour de soi. Il y a même énormément de gens qui se sont
fait tatouer ce terme de self-love club pour dire qu'ils rentraient dans cette catégorie, qui commençaient à accepter leur corps. Et du coup, je trouve que c'est important de dire que ça existe et que ça aide des millions de gens sur cette terre de se sentir compris, en fait, de voir qu'il y a des gens qui sont passés par les mêmes étapes de vie autour de leur corps, et que c'est pas en leur disant fais du sport, bouge-toi le cul, t'es fainéant que ça va changer les choses. Non, c'est en ayant de l'entraide, en étant compréhensif. Et cette phrase-là, oh là là, je peux plus me la voir, je peux plus entendre ça. Quand j'entends ça autour de moi, quand on dit ça à mes potes qui sont gros, qui ont des formes, qui sont pulpeux, peu importe, je vous jure, ça me met des boutons, ça m'irrite au plus haut point. Et ça me fait penser d'ailleurs à un créateur de contenu que je trouve hyper problématique sur ce sujet du complexe, du corps, et qui a tendance à faire ce genre de remarques en disant oui, bah si tu faisais du sport, t'aurais la solution, tu perdrais du poids, comme si c'était si facile. Mais les gars, vous savez que toutes les personnes grosses ou obèses de ce monde ne sont pas nées grosses ou obèses, et juste il y a eu des événements dans leur vie, des événements de merde, parfois des maladies, des dépressions, ça peut être des maladies physiques ou mentales d'ailleurs, hein, qui ont fait qu'elles sont devenues comme ça. Et du coup, ce créateur de contenu, je vais le citer parce que peut-être que ça va vous parler, peut-être que vous serez pas d'accord avec moi non plus, mais c'est Thibaut InShape. Thibaut InShape, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un créateur de contenu qui est axé sport et surtout nutrition, parce que les deux vont de pair, et qui a tendance un petit peu à, sans s'en apercevoir, ou alors en s'en apercevant, j'en sais rien, je le connais pas personnellement, donc je peux pas le juger sans le connaître, mais qui a tendance à diaboliser un petit peu les personnes grosses, les personnes ayant du surpoids, et qui sans vouloir mal faire, j'espère, tu vois, leur conseille souvent sur Twitter, viens dans ma salle, ou fais du sport, tu perdras du poids, ou va marcher 10 minutes et tu verras que tu commenceras à apprécier le sport et tu vas perdre quelques grammes. Mais les gars, c'est pas si évident que ça. Je trouve ça hyper toxique en plus de dire ça, surtout qu'en plus tu conseilles des gens que tu ne connais pas, dont tu t'as aucune notion de leur passif, de leur vécu, de leur expérience, de leur trauma. Ça me fait penser à une interview de Valérie Damido que j'avais trouvé très touchante, où elle expliquait que les gens lui rappelaient toujours sa prise de poids, que y avait des émissions où elle était plus mince et que les gens ne comprenaient pas pourquoi elle se bougeait pas un peu le cul. Et en fait, elle a fermé la gueule de tout le monde en disant mais j'ai de la thyroïde, je suis sous traitement et ça me fait grossir parce que c'est de la cortisone. La cortisone, ça fait grossir de ouf, donc j'aurais beau faire du sport, mon poids il sera toujours là. Il y a des jours où je vais perdre 1 kilo et après je vais reprendre 10 parce que en fait c'est comme ça, c'est la maladie et c'est mon traitement. Du coup, ça ferme des clapets, mais il y a encore du boulot, tu vois, autour de ce sujet, quoi. Cette année, début d'année d'ailleurs, j'ai été voir un film absolument incroyable que je vous conseille. Je ne sais pas s'il est encore en salle parce qu'il est très récent. Le film, c'est The Whale, et il raconte justement l'histoire d'un homme qui est en obésité morbide, qui voit les jours passer, sa santé se dégrader, mais de façon vraiment exponentielle, tu vois. Il en perd le souffle, il est sous oxygène à la fin, enfin bref, c'est vraiment un stade très élevé. On comprend donc très vite qu'il lui reste que quelques jours à vivre et tout ça. Mais bref, cette obésité, elle est due à un événement tragique qui l'a plongé dans des comportements alimentaires dangereux. Et je vous jure, même si c'est les images les plus violentes que j'ai pu voir dans un film, ça m'a vraiment retourné. En même temps, ça a été une belle claque et une belle leçon de vie, de fou, même pour moi qui suis sensibilisée sur le sujet du poids et du rapport au corps, des complexes. Mais ça m'a même moi posé plein de questions, parce qu'après avoir vu le film et échangé avec des gens, tu vois, qui l'avaient vu aussi, j'ai entendu ce fameux « oui, mais c'est pas possible, il fallait qu'il fasse du sport, se bouger ». Mais les gars, ok, il faisait pas de sport. Mais en fait, vous imaginez pas, cet événement tragique qui a ruiné sa vie, qui l'a plongé dans un mal-être où la bouffe était devenue son refuge, vous pouvez pas dire que c'est si facile. Vous pouvez pas lui dire d'aller faire du sport. C'est beaucoup plus profond que ça. Et en fait, les personnes qui subissent des remarques constantes sur leur poids, elles vont forcément
et c'est pas moi qui le dis, c'est des études, des années d'études scientifiques, à se réfugier plus facilement dans la nourriture, en fait, pour masquer la colère, la tristesse, des remarques, mais aussi du vécu. Et toujours dans la même optique, une personne dont on se moque, franchement, les gars, elle aura pas envie d'aller au sport, hein. Déjà de peur que les moqueries soient plus importantes, que à la salle de sport, on les regarde de travers, parce que, croyez pas, les gars, hein, c'est ce qui se passe, hein. Vous avez beau dire que vous êtes bienveillant, allez dans une salle de sport, des gros, on n'en voit pas de ouf, hein, parce qu'ils ont honte, tu vois, on les renvoie sans cesse à leur apparence physique. Dans tous les cas, ça veut dire que c'est un cercle vicieux, tu vois. Et tout ça, c'est renforcé par la société, par les réseaux sociaux, des meufs ultra skinny, des défilés où on dit qu'il y a de la diversité, alors qu'il y a une personne grosse sur 150, au même titre que de la diversité culturelle, alors que t'as 2 femmes noires sur 150 blanches. Enfin, vraiment, le chemin est extrêmement long, les gars. Et Orelsan, il le dit, hein, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et franchement, cette phrase, elle résonne sur tellement de sujets que vraiment, je pense qu'on devrait y penser plus souvent, tu vois. Se mettre à la place des gens, tout simplement, et se dire, ouais, ben, s'il le fait pas, c'est qu'il y a peut-être plein de raisons derrière ça. Et toujours se mettre à la place de l'autre, quoi. C'est un truc pas évident à faire, hein. Même moi, parfois, j'y arrive pas, mais faut tenter, en tout cas. Et j'avais aussi envie de parler du rapport au corps dans une partie précise, c'est du rapport au corps avec les hommes et les complexes. Parce qu'on entend tout le temps, hein, quoi? Mais les hommes, avec leur ego surdimensionné, genre ils ont des complexes? Bingo! Je l'ai dit en intro, tout le monde est concerné. Et en fait, c'est fou parce qu'on néglige les hommes quand on parle des complexes. On entend tout le temps, oui, les femmes sont complexées, mais les hommes, genre, jamais, quoi. Non, bah, eux, ils sont parfaits. Personnellement, j'en connais plein des gens complexés, hein. Des mecs complexés, mais j'en connais parfois même plus que des femmes parce que nous, on se documente beaucoup sur l'acceptation de soi et eux un peu moins. Du coup, ils vivent avec leur trauma et comme on attend des hommes qui soient fiers, qui soient beaux, qui soient comme ci, qui soient comme ça, ils parlent pas de leurs complexes. Nous, on en parle un peu plus. Et puis je le sais parce que moi-même j'ai vécu presque 9 ans avec un complexé de ouf malade qui faisait du sport tous les jours, même avant un entraînement de hand, il faisait des pompes, des 100 pompes, 150 pompes, moi j'étais là, je le regardais, j'étais fatiguée, mais parce que il avait ce rapport à son corps où c'était important par rapport à entretenir soi, plaire aux gens, plaire à lui-même, s'accepter devant le miroir, peur de vieillir, il se regardait toujours dans un miroir, mais pour regarder le moindre défaut physique, un bouton, un point noir, un cheveu blanc, une ride. Donc c'est fou de dire que les hommes n'en ont pas, tu vois, juste parce qu'ils en parlent moins ou pas, tu vois. J'ai plein d'exemples aussi, tu vois, de la calvitie qui est diabolisée quand ils en ont une, de leur petite taille qui est jugée anormale parce que ce sont des hommes, donc ils doivent être grands, plus grands que les femmes. Bref, il y en a des causes, des tas et des tas qui font que les hommes sont tout autant concernés. Il y a pas longtemps, j'ai regardé un film, je savais pas du tout à quoi m'attendre, ça s'appelle Un homme à la hauteur, avec Jean Dujardin et Virginie Efira, et Jean Dujardin joue le rôle d'un homme de très petite taille, qui tombe sous le charme d'une femme, donc Virginie Efira, et elle n'assume absolument pas sa relation avec lui du fait de sa petite taille, parce qu'elle est jugée comme étant anormale, et en fait c'est très intéressant, parce que toi-même ça te pousse à te demander si tu assumerais cette relation si tu étais à la place de cette femme. Et j'ai lu un article Télérama sur le sujet de la petite taille des hommes, non assumée, et il y a une phrase qui m'a, genre, un petit peu marquée, je l'avoue, et je me suis dit, c'est fou, tu vois, qu'on en parle si peu des complexes masculins. La phrase, c'était, un jour, j'ai rêvé que j'avais grandi en une nuit, et que j'étais plus grand que mon père, tellement plus grand qu'il m'arrivait à peu près au niveau des pectoraux, et j'étais content. Mais après, je me suis réveillée. Plus loin, ce même gars dit, un homme, ça doit être grand, plus grand qu'une femme pour la défendre. C'est fou. Franchement, c'est fou. Mais tout ça, vous croyez que ça vient de quoi? Ça vient de ce qu'il a pu entendre, ça vient des réseaux sociaux, ça vient des médias, ça vient des magazines, ça vient de tellement de choses. Donc, peut-être que de base, sa petite taille le dérangeait pas, tu vois. Ça vient aussi de l'enfance. On en a parlé aussi de l'enfance. Des remarques qu'il a dû recevoir au lycée, au collège, à l'école primaire, que sais-je, du fait qu'il était sûrement plus petit que les autres à la base.
Et en fait, c'est assez flagrant finalement, tu vois. Il y a quelques mois aussi, toujours du côté du complexe des hommes, j'ai été hyper touchée par une vidéo de l'humoriste Kian Kojandi, qui est aussi l'un des auteurs de Bref, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et Kian Kojandi est chauve. Super nouvelle, me direz-vous. Bref, en décembre 2022, je crois, il part en promo pour son dernier spectacle, Une bonne soirée, et il se dit, tiens, je cherche une solution pour parler de mon spectacle, pour faire un petit coup marketing, pour pouvoir ramener des gens à mon spectacle, ça va être les dernières dates, etc. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Et en fait, il part du principe que, en fait, quand on lui laisse des commentaires, souvent, on lui parle de ses cheveux, du fait qu'il n'en a pas, du moins, tu vois. On va lui envoyer des emojis œufs, on va le comparer à des célébrités qui sont chauves, on va lui envoyer des photomontages de lui avec des cheveux, de personnages fictifs sans cheveux, et je me dis, déjà, si les gens trouvent ça drôle, c'est quand même problématique. Bref, il s'est dit, vu que les gens sont tellement intéressés par le fait que j'ai pas de cheveux, la solution pour faire parler de mon spectacle, ça va être de mettre des cheveux. Et bingo, Avant, quand il était chauve, on lui parlait du fait qu'il était chauve, et maintenant que le gars, il a des cheveux, ils sont pas contents non plus, toi. Tu vois, quoi, Kian, il a des cheveux, mais quoi, mais comment c'est possible, mais assume ton crâne, t'as pas pensé à ton public ou quoi, t'es allé en Turquie, t'as quitté la team chauve, t'assumes plus, c'est pas bien, c'est pas un bon exemple. Bref, le gars se fait poser des cheveux, vu tous les commentaires il s'était dit, vu que les cheveux c'est un sujet, et que ça vous fait parler, tu vois, voilà, tu vois, je me fais poser des cheveux, mais en fait, mon spectacle, on s'en fout, on est focus sur mes cheveux, quoi, tu vois. Et du coup, c'est pas tant la stratégie marketing hyper intelligente qui me fait parler et qui m'a touchée, mais c'est surtout le message derrière, quand il dit, dans tous les cas, il y a des gens qui vont me le faire remarquer, que j'ai des cheveux ou que j'en ai pas, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut, les gars, pour être contents? Et surtout, il parle aussi du fait que tu sais pas qui est la personne. Peut-être qu'il le vit tellement mal que il est très triste, tu vois, de sa calvitie, du fait qu'il soit chauve, et toi, tu le ramènes que à ça. Tu le ramènes que à son problème capillaire, tu vois, qui n'en est pas un finalement, parce qu'il est très bien chauve, tu vois. Mais du coup, ça m'a beaucoup touchée, et c'est pas le seul qui a évoqué ce sujet. D'où l'importance, encore une fois, de dire que tout le monde est concerné. Je pense à Oli, du duo de rappeurs Big Flo et Oli. En fait, dans leur clip Bons élèves, avec MC Solar, ils ont évoqué tous les deux leurs complexes. Oli, du coup, a évoqué sa calvitie, et aussi son poids, et son frère Flo, qui est dérangé par sa maigreur ou son nez, tu vois. Je pense que si vous êtes complexé, faut que vous preniez soin de vous, d'en parler aussi, parlez-en si ça peut vous faire du bien, parce que je sais que moi, j'en parle autour de moi, ça me rassure, ça me permet de relativiser aussi les choses, de me dire qu'il y a plein de choses que j'ai réussi à guérir, tu vois. Évidemment, parlez-en à des gens bienveillants, qui vont pas vous faire les remarques qu'on a entendues dans cet épisode, quoi. Et un truc qui moi aussi m'a aidé à relativiser beaucoup de choses sur moi-même, c'est que j'ai décidé d'éliminer les gens néfastes de ma vie. Voilà, tu vois, quand je suis des gens sur les réseaux sociaux qui ont des propos problématiques, l'exemple de Thibaut InShape est assez parfait parce que vraiment ça représente tout ce que je n'aime pas, tu vois. Je signale, je me désabonne, j'enlève les comptes problématiques et grossophobes, je masque des mots que je considère moi comme étant problématiques sur mes propres réseaux, pour en fait me tenir très loin, tu sais, des mauvaises ondes qui pourraient me renvoyer à tous mes complexes. Et je pense que faire ce travail-là, ça paraît être hyper simple, hyper anodin et pas important, mais en fait, on se sent mieux dans sa tête. Et peut-être qu'en faisant ce travail-là, si vous avez des complexes, vous éliminerez plein de trucs extérieurs qui vous feront vous renvoyer à chaque fois à vos petits défauts qui en fait peuvent devenir des vrais atouts. Donc vraiment, faites attention à vous, prenez soin de vous, et comme d'habitude, merci d'avoir écouté cet épisode, et je vous embrasse, à bientôt. Merci d'avoir écouté Être Humain. Si vous aimez l'émission, rendez-vous sur Instagram, êtrehumain_podcast, et sur les différents réseaux sociaux partagés avec vous dans la description. Et n'oubliez pas, chaque mini geste compte. Bisous!